propos, en suivant l'ordre des deux exposés sur la qualité et sur peut-être les réadmissions, sachant que la qualité, on peut faire trois choses avec. On peut la mesurer et ne pas la rendre publique, c'est-à-dire la mesurer entre pairs, entre médecins, ça existe. Les chirurgiens thoraciques, sur une base de volontariat, échangent leurs résultats sur des bases ajustées sur le risque et se comparent, en tout cas ce qu'ils veulent. Mais ça se fait en France, mais personne ne le sait. Hein, et c'est ceux qui veulent qui le font. Après, on peut la publier, et après, on peut en faire un outil pour le financement. Et donc, dès lors qu'on parle de l'attention qu'on doit porter à la qualité, il faut bien voir qu'il y a ces trois niveaux. Bien évidemment, ça engage des processus différents à chaque stade. Moi, je vais surtout parler du fait qu'il faut mesurer et au moins publier. Publier parce que si on veut que joue un peu une régulation par la qualité et éventuellement par le consommateur, bien évidemment, il faut publier. Hein, on est dans un système de santé qui s'enorgueillit depuis des années d'être basé sur la liberté de choix, mais il devrait s'enorgueillir d'être basé sur la liberté de choix éclairée. Or, il n'est pas du tout basé sur la liberté de choix éclairée, puisqu'il n'y a rien qui éclaire ce choix, si ce n'est le recours à des phénomènes de réputation, dont je n'ai jamais su s'il saisissait vraiment une vraie qualité, puisque on pourrait savoir si les médecins qui créent la réputation des autres médecins ont une vraie connaissance de la qualité, si on pouvait par exemple comparer la réputation d'un service auprès d'un panel de 10 médecins. Mais en général, les médecins qui font la réputation des autres n'acceptent jamais de publier leur critère de réputation. Il faudrait demander aux médecins, dans le cadre de leur serment d'Hippocrate, de rendre public, ce serait un service public qui nous rendrait, quelle est l'appréciation de la qualité des autres services. Ce serait intéressant de voir s'ils sont convergents. Mais je m'éloigne un peu. Alors pourquoi c'est important de se poser ces questions de qualité? C'est notamment vis-à-vis du contexte où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte où l'ONDAM est extrêmement contraint. Donc vous savez qu'aujourd'hui, l'évolution du niveau des ressources est moindre que l'évolution du niveau de production dans les hôpitaux. D'accord ? Ça se traduit par des déficits, là, on vient d'apprendre qu'ils ont un peu augmenté en 2015, mais ça se traduit surtout par des gains de productivité constants. Et bien évidemment, ces gains de productivité, on peut craindre qu'un jour, ils se fassent au détriment de la qualité. Je ne dis pas que c'est attesté, je dis que personne ne le sait, puisqu'on ne mesure pas la qualité, même si on a quelques éléments qui peuvent nous rassurer. Néanmoins, il est clair que la légitimité même de l'ONDAM un jour dépend de la capacité à rassurer les citoyens sur le fait qu'il ne va pas à l'encontre de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, l'ONDAM, ne croyez pas qu'il soit basé sur une appréciation extrêmement savante des besoins des hôpitaux et ainsi de suite. L'ONDAM, c'est la variable d'ajustement d'un processus macroéconomique. Et quand il faut faire 2,7% de déficit public l'année prochaine, une fois qu'on a tapé sur l'enseignement supérieur, la recherche, et puis qu'on a cédé devant les derniers prix Nobel, et bien on met un ONDAM à 1,75 ou à 1,70, et puis après on se dit qu'on va faire les économies qui sont nécessaires, on verra bien si ça passe. Il est clair que si on avait des indicateurs de suivi longitudinal de la qualité, et des indicateurs de résultats, excusez-moi, ça permettrait au moins d'éclairer cette décision fondamentale qui est celle de l'ONDAM. Et il faut aussi des indicateurs de qualité parce que le mécanisme même qui est aujourd'hui prévalent pour l'affectation des ressources, hein, parce qu'une fois qu'on a fait l'ONDAM, il faut l'affecter, c'est la tarification à l'activité, et même si il y a de plus en plus un consensus sur ce mode d'affectation des ressources, elle est critiquée comme étant un phénomène de non-qualité parce qu'elle pousse à la réduction de la DMS, d'où les questions sur les réadmissions, et puis elle peut même pousser à fractionner les séjours. Après tout, si c'était possible de l'organiser, on coupe un séjour en deux et on est payé 2 fois, puisqu'on n'a pas de suivi des réadmissions. Et puis, la T2A, elle a, dans la gestion des hôpitaux, introduit un déséquilibre fondamental, parce que la performance économique, au sens restreint d'économie, économie au sens de production en termes de nombre de GHS rapporté aux dépenses
ressources mobilisées. C'est-à-dire une vision de l'économie qui n'est pas la bonne, celle qui n'intègre pas la qualité, mais c'est pour qu'on se comprenne. Donc une vision un peu comptable, économique comptable de la T2A fait qu'on révèle les performances des établissements de santé. Si un établissement est en déficit, eh bien, il va avoir certaines difficultés, il va avoir des difficultés à investir, il va y avoir un plan de redressement, son directeur risque d'être mal noté par l'ARS, enfin bon, il va y avoir des tensions dans l'établissement. Et donc, il est clair qu'on peut craindre que cette focalisation sur l'efficience économique au sein de ces trois ne l'emporte sur les préoccupations de la qualité qui doivent prévaloir dans les hôpitaux. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il me semble qu'il faut des indicateurs de qualité. Et les indicateurs de qualité, c'est des indicateurs cliniques, mais ce n'est pas que des indicateurs cliniques. Il me semble que des indicateurs qui retracent l'expérience vécue des patients, pas simplement leur taux de satisfaction, mais est-ce que les a associés au choix, est-ce que leur activité a été préservée, enfin bon, tout ce qui est dans les questionnaires actuels sont des éléments de qualité majeurs. Il me semble même, puisque d'autres pays le font, que interroger les soignants sur leurs conditions de travail, sur leur expérience vis-à-vis des soins qu'ils délivrent est essentiel. Les Anglais font ça chaque année. Dans tous les hôpitaux, il y a un sondage pour avoir un retour par les équipes soignantes sur les conditions de travail et sur les résultats. C'est beaucoup plus discriminant d'ailleurs que l'avis des patients. D'après moi, c'est beaucoup plus pertinent. Et c'est essentiel parce que une des craintes qu'on peut avoir avec la T2A et Madame Contrain, c'est que la performance économique au sein de ces trois ne soit atteinte qu'au détriment des conditions de travail, de la qualité de travail des équipes, et on ne fait pas un point de qualité si les conditions de travail des équipes ne sont pas bonnes. Donc il faut ces deux autres types d'indicateurs, mais bien évidemment il faut aussi des indicateurs cliniques, et par rapport à la problématique que j'ai introduite, on voit que les indicateurs de résultats sont bien évidemment plus pertinents que les indicateurs de processus. Autant que je suis d'accord, Étienne Menziel, que l'indicateur de processus est directement branché sur les processus de travail, il peut être directement appréhendé par les équipes, mais en termes de pilotage du système, on ne va pas définir l'ONDAM en fonction du nombre de courriers qui ont été envoyés dans les 8 jours ou à la sortie de l'hospitalisation. Et ça me mépris pour cet indicateur. Donc là, les indicateurs cliniques, ce qui pourrait nous donner les vrais résultats, les indicateurs de résultats, sont essentiels. Et c'est vrai qu'en France, on a, et Étienne Menziel a beaucoup contribué à les développer, beaucoup d'indicateurs de processus, il donne même lieu à un mécanisme d'intéressement à travers le dispositif IFAC, mais on a peu d'indicateurs de résultats. Et la question que je me pose par rapport à cette situation, c'est de savoir si c'est lié aux difficultés de construire les indicateurs de résultats, oui, à leur limite méthodologique, si c'est lié aux stratégies politiques d'accommodement vis-à-vis du milieu. Parce que les deux peuvent jouer. Un indicateur de résultat est beaucoup plus questionnant pour les équipes qu'un indicateur de processus. Il rend compte beaucoup plus d'une performance globale. Et donc, beaucoup d'écrits de gestionnaires disent que parlent de ce développement des indicateurs de processus plutôt que des indicateurs de résultats comme étant une rationalisation en douceur de l'hôpital. Je reprends les termes d'une thèse de M. Bertillot, c'est-à-dire en gros, on n'a pas voulu rentrer en conflit avec le corps médical, avec les équipes, et les indicateurs de processus, ça leur parle plus et c'est moins engageant pour eux. D'accord ? Et ça, c'est important parce que, fondamentalement, le pouvoir médical, ça a été pendant des années le pouvoir de contrôler les tirs sur la qualité des soins. D'accord ? Vous avez un sociologue américain, Fredson, qui est un grand sociologue des professions, et notamment un sociologue de la profession médicale. Et il dit qu'est-ce qui fait que les médecins sont une profession ? C'est parce que c'est eux qui jugent la qualité de ce que font leurs pairs. Une profession se distingue par le fait que
l'évaluation, elle est interne aux membres eux-mêmes de la profession. Quand vous êtes jugé par les consommateurs, eh bien, vous n'êtes plus une profession parce que vous êtes en permanence soumis au verdict de que choisir, ainsi de suite, et puis donc vous devenez un simple marchand. Quand vous définissez vos propres critères et que vous vous évaluez entre vous, vous êtes vraiment une profession. Ce qui lui faisait dire d'ailleurs que les généralistes n'étaient pas des médecins, au sens professionnel, parce qu'ils sont jugés très largement par leurs patients, puisque c'est plus facile de porter une appréciation éventuellement sur le généraliste. D'où donc, vous voyez, un plaidoyer plus politique pour le développement des indicateurs de qualité, et au sein des indicateurs de qualité, les indicateurs de résultats. Et alors la question se pose de est-ce que les réadmissions sont un bon indicateur de résultats? Les indicateurs de résultats en général, c'est des indicateurs de mortalité, de réadmission, et puis les Anglais ont développé des Patient Reported Outcome Measures, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais en gros, dans certaines pathologies, typiquement, par exemple, chirurgie orthopédique, on interroge le patient avant sur ses performances et on l'interroge 6 mois après sur ses performances. On mesure l'écart, donc en gros, je simplifie bien évidemment le questionnaire, excusez-moi, mais avant je pouvais marcher 50 mètres sans souffrir, après je peux marcher 1 km, et bien on a mesuré l'effet et le gain en dessous. Bon, ces démarches-là qui me paraissent n'ont jamais été évoquées en France, parce qu'il n'y a pas eu un investissement sur les indicateurs de résultats à la hauteur de ceux qui ont été faits dans d'autres pays. Et par exemple, pour les prothèses de hanche, ça me paraît beaucoup plus pertinent d'utiliser ça comme indicateur de résultats que le taux de mortalité, parce qu'après tout, il y a quand même peu de personnes, heureusement, qui meurent après une prothèse de hanche dans les 60 jours. Je crois que c'est 2 pour 1000, donc les écarts ne vont pas vous dire grand-chose. Et les réadmissions, elles sont plus significatives, c'est à peu près 11%, mais c'est vrai que, donc, il n'y a pas un indicateur de résultat pour tous les diagnostics, pour toutes les pathologies, voilà. Dans certains cas, ça peut être la mortalité, dans certains cas, ça peut être les réadmissions, et souvent, quand on calcule les réadmissions, il faut calculer la mortalité, puisque certaines études ont montré que, et ça semblait assez évident, que comme ceux qui meurent ont assez peu de chances d'être réadmis, il faut corriger les indicateurs de réadmission par les indicateurs de mortalité. Alors, sur les appréciations qui ont été portées sur l'expérience de Medicare, quelques mots. Donc, bon, ils ont choisi 3 pathologies. Il fallait commencer, c'était peut-être pas les plus pertinentes. Et il me faut effectivement, il faut développer ces indicateurs par pathologie, là où ça paraît le plus pertinent après l'étude des processus de réadmission. En particulier, les processus de réadmission semblent assez fondamentalement différents en chirurgie et en médecine, ou en chirurgie, ça semble plus être lié au processus d'hospitalisation lui-même et aux éventuelles complications induites qu'en médecine, ça semble plus lié qu'en chirurgie aux soins de premier recours. Ensuite, il faut disposer des variables d'ajustement pertinentes. Alors, en France, dès lors qu'on a fait la V11 sur les comorbidités, on a normalement des codages qui sont, me semble-t-il, plus puissants que dans d'autres pays. Je n'en sais rien. Après, pour ce qui est des caractéristiques sociodémographiques, et en particulier les critères d'isolement, et ainsi de suite, il est clair que ça pèse sur les résultats. Mais la question s'est posée de coder ces variables, parce que ça pèse même sur les durées de séjour avant la réadmission. Et donc, il y a eu en France, alors c'est un débat qui a eu lieu et puis qui s'est éteint, c'est-à-dire que parmi les premières interrogations sur la T2A, c'est ne faudrait-il pas tenir compte de critères de précarité dans la T2A. On a vu à l'époque que c'était très compliqué de créer de coder les situations, et ainsi de suite. Donc on l'a abandonné, mais effectivement, la question se reposerait à travers d'éventuels indicateurs de réadmission. Sur ce qui est de l'imputation à l'hôpital, c'est clair que
la réadmission ne dépend pas que de l'hôpital, mais dépend aussi de son entourage. Dans l'hypothèse où ça sert au financement, dans d'autres hypothèses, on donne des financements alors même que le résultat ne peut pas être complètement imputé à l'acteur. Je prends l'exemple du programme de paiement des généralistes sur objectifs de santé publique. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais les ROS, il y a un indicateur qui est le nombre de dosages d'hémoglobine glyquée dont bénéficie un patient diabétique qui est inscrit chez le médecin généraliste. Bien évidemment, le nombre de dosages d'hémoglobine glyquée ne dépend pas que du médecin et de ses efforts pour convaincre le patient, dépend aussi du patient. La question par rapport à ça, ça a été de dire, on veut inciter à ça, on veut que les médecins s'engagent plus dans une attitude d'accompagnement de leurs patients et d'éducation thérapeutique, donc il est pertinent de les payer pour ça, au prix même d'une éventuelle injustice, parce que certains médecins peuvent avoir des patients beaucoup plus réticents que d'autres. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire, par exemple, qu'on ne pourrait pas pour autant ajuster sur certains critères. Dans les ROSP, on a un indicateur sur le taux de mammographie. Et là, c'est un domaine où c'est très clairement qu'il y a un gradation social très net. Les femmes de niveau socio-culturel élevé font plus de mammographie pour le cancer du sein que les femmes modestes. Donc, si vous lisez les indicateurs de but en blanc, le médecin de la Courneuve va être beaucoup moins performant au regard de cet indicateur que le médecin qui exerce dans le 16e. Donc là, on peut ajuster. Alors, peut-on ajuster sur des circonstances extérieures pour apprécier les réadmissions tout en conservant l'incitation dirigée vers les hôpitaux à ce qu'ils s'ouvrent vers l'extérieur? Au moment où on parle de médecine de parcours, il est clair qu'il faut les pousser à ça. Et donc, dès lors que l'on finance, on les pousse à aller vers l'extérieur. Et c'est clair aussi que les indicateurs, un indicateur de processus, celui qui est évoqué, celui du courrier, a le même effet. Et il permet d'illustrer la différence entre l'indicateur de processus et l'indicateur de résultat. Derrière l'indicateur du courrier, on veut avoir une meilleure relation entre l'hôpital et la médecine de ville pour que le patient soit bien pris en charge à la sortie de l'hôpital. Avec un indicateur de réadmission, vous incitez l'hôpital à faire ça, mais vous ne lui dites pas comment. Avec l'indicateur courrier, vous dites aux gens, pour que les gens soient mieux pris en charge à la sortie, il faut envoyer le courrier. Je ne suis pas sûr que dans tous les cas, ça soit le courrier qui soit la meilleure solution. Bien évidemment, si on n'est pas dans un environnement de ressources restreintes, il faut faire le courrier, puis il faut dédier une infirmière pour répondre aux appels des patients généralistes, puis il faut dédier une assistante pour prévenir le généraliste avant la sortie, ainsi de suite au téléphone. Bon. Mais quand on est dans un monde restreint de ressources, dans certains cas, pour certains patients, ça sera l'infirmière à disposition du généraliste, pour d'autres, ça sera l'assistant qui prévient de la sortie, dans d'autres, ça sera le courrier. Donc, un indicateur de résultat a aussi l'avantage de renvoyer vers le gestionnaire le soin d'adapter ses procédures à son propre environnement, à ses propres moyens, patients, à ses propres moyens et éventuellement à la propre vision de son métier. Le paradoxe, c'est que l'indicateur de résultat qui paraît beaucoup plus libéral par rapport à l'identité professionnelle des équipes est plutôt rejeté par ces équipes elles-mêmes qui préfèrent qu'on leur prescrive quelque chose qui, après, elles vont râler parce que c'est l'indicateur de processus, ça fait des procédures, ça devient une bureaucratie, et ainsi de suite, bien souvent. Il y a les équipes de qualité qui s'en saisissent et puis qui viennent voir les équipes soignantes en leur disant de faire ce qui est prévu dans le processus. C'est pas elles qui l'ont inventé, c'est pas elles qui l'ont vécu. Enfin, néanmoins, il semble que ça soit plus rassurant pour les équipes. Donc voilà quelques remarques un peu décousues. Donc simplement un plaidoyer pour les indicateurs,
mesure, au-delà même des indicateurs cliniques, et une tentative de réhabilitation par rapport à ce que disait Étienne, mais c'est très compliqué, des indicateurs de résultats par rapport aux indicateurs de processus. Merci beaucoup pour cette belle synthèse et cette discussion entre vous deux. Alors, je ne sais pas si vous avez tous les trois envie de vous répondre mutuellement sur l'intérêt de l'indicateur de process versus résultat. J'imagine qu'Étienne, tu es passionné par cette question, mais on vous donne un petit droit de réponse. Non, parce que, et merci Pierre-Louis pour la discussion, parce que c'est bien qu'on puisse avoir des échanges où effectivement on voit beaucoup des choses sur le process résultat. La contestation que je fais sur les indicateurs de résultats, c'est pas oui, non, c'est en fonction de l'objectif. Moi j'ai toujours aimé un cadrage de Sciences Po qui a été fait sur les objectifs des indicateurs et de la production de l'évaluation de la qualité, qui dit qu'il y a la démocratie sanitaire, donc c'est le politique doit montrer aux citoyens qu'on fait des classements hospitaliers avec des indicateurs de qualité qu'on évalue, notamment dans un secteur comme la santé qui est de régulation administrée. Il y a un vrai consumer choice. Alors j'en profite pour m'arrêter 30 secondes sur le choix éclairé du consommateur, parce que là aussi la gestion est sans doute un peu divergente par rapport à la vision économiste. C'est-à-dire, nous on regarde les travaux empiriques, et quelque part les travaux empiriques montrent que le patient, il n'utilise pas les classements hospitaliers pour s'adresser à l'hôpital. Il utilise le bouche à oreille, il utilise le recours de médecins traitants. Les travaux d'Ibart sont connus pour ça. Donc l'idée du choix du consommateur qui oriente en fonction des classements et des indicateurs qualité, elle ne marche pas tant que ça. On a fait juste, pour vous dire, on a fait une autre hypothèse, on s'est dit, mais c'est le médecin généraliste qui adresse. Et en fait, le consumer choice, c'est le médecin généraliste Et alors on a fait une étude qui je crois, qui vient de sortir dans PLOS ONE, et qui montre qu'en fait, les médecins généralistes en France sont absolument pas au courant des indicateurs de qualité hospitalière. Ils ne les connaissent pas. Mais alors massivement. Ils sont plutôt intéressés dans le futur. Non, mais ce qui est révélateur aussi des pratiques réelles, si vous voulez, du terrain, on parle de coordination. Ils sont plutôt d'accord, alors ils seraient plutôt d'accord pour des indicateurs de coordination. Alors un exemple, c'est qu'ils aimeraient bien avoir les indicateurs sur les escars, parce que les escars, effectivement, ils en héritent en aval. Et donc, c'est sûr que si la prise en charge est mal faite à l'hôpital, c'est pour eux. Tout ça pour dire que sur le consumer choice, à discuter. Après, il y a le régulateur. Lui, effectivement, moi je partage entièrement l'idée que sur le régulateur, comme sur la démocratie sanitaire, il faut des indicateurs de résultats. On ne va pas raisonner sur les courriers d'envoi. Mais c'est sur les professionnels et l'incitation aux professionnels que le débat, moi je pense, est plus difficile entre résultats et process. Alors tu posais rapidement la question, est-ce que c'est méthodologique ou est-ce que c'est une résistance du milieu professionnel? Il y a des arguments méthodologiques indiscutables. Nous, quand on a commencé, tu sais bien, on a souvent discuté, c'est plus facile de commencer avec des indicateurs de process que des indicateurs de résultats. Quand on a commencé, on était avec les taux d'infection nosocomiale. Il y avait un débat, commencer une politique publique en mettant le feu avec le milieu professionnel, c'était déjà compliqué à l'époque. Je regarde mes collègues avec qui on a participé, c'était très compliqué. Je tiens à souligner que sur l'ajustement, en plus, c'est un sujet qu'on traite comme un boulet. Le taux de mortalité, il y a quand même quelque part le papier du New England il y a 2 ans qui est sorti, qui montre que les 4 modèles d'ajustement les plus répandus à travers le monde, le German en Angleterre avec Dr Foster, 3M et les 2 autres, montrent des classements totalement différents sur le taux de mortalité ajusté. Et il y a un vrai problème quand même, si vous voulez, méthodologique, dès qu'on rentre sur les indicateurs de résultats, sur l'ajustement. Je voudrais dire sur satisfaction expérience un petit point, tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'en France, cette exception est très en retard. Satisfaction, très dangereux. Moi, j'ai fait une étude très rapidement à Gustave Roussy. Le département de chirurgie générale avait 17 points de plus de satisfaction de ses patients par rapport à la moyenne générale de Gustave. Je suis allé voir le responsable du département, je lui ai dit, mais vraiment, t'es fort. Et puis, il y a eu un item qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que la nourriture, les patients dans ce département-là mettaient 17 points de plus de satisfaction par rapport au reste de l'établissement. C'est la même nourriture. Donc, il y avait quand même un petit problème. Et on s'est rendu compte, en fait, que quand les patients oncologiques sont opérés en chirurgie générale, c'est un moment terrible dans la prise en charge. Donc, juste après la prise en charge, quand ils ressortent en
bonne santé, vous pouvez leur faire passer n'importe quelle enquête de satisfaction, ils sont avec une euphorie temporaire. C'est-à-dire que pendant quelques jours, ils vont coder tout en étant très heureux. Bon, ça dure temporairement. Et donc, si on n'ajuste pas sur ce genre de variables, on se retrouve en difficulté. Bon. Voilà. Alors, sur les professionnels, pour terminer sur résultats et processus sur les professionnels, moi j'ai deux arguments. Il y en a un troisième, je garderai peut-être un peu plus si la discussion continue, pour ne pas te donner toutes mes billes tout de suite. D'abord, il y a cette idée de la qualité en termes de production. La qualité des mines, par exemple, c'est 85% d'organisation, 15% d'expertise clinique. La production de qualité. Si on dit ça et qu'on l'applique à la santé, c'est-à-dire que tout ce qui est pratique clinique, c'est les 15% d'expertise. Et les 85% d'organisation, c'est la coordination entre le médecin, l'infirmière, la secrétaire et les étapes du parcours du patient. Donc ça veut dire que quelque part, la pratique clinique en tant que telle, les indicateurs de pratique clinique ne résout pas toutes les questions d'indicateurs de process. Quand on parle de délai d'envoi de courrier, de dossier de délai du patient, le raisonnement à l'époque était quand même un raisonnement aussi organisationnel. L'indicateur de dossier de délai du patient, c'est des indicateurs transversaux qui impliquent beaucoup de personnes dans la même démarche. Quand tu as utilisé l'hémoglobine glyquée, tu es dans la pratique clinique. Alors dans la pratique clinique, c'est plus facile parce que l'hémoglobine glyquée, c'est une recommandation de valeur de preuve A. C'est l'évidence base médecine. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais c'est quelque part le fait qu'on doit faire par intervalle régulier la prescription, le dosage biologique. Donc on est dans des situations où on a une référence et on vérifie d'une certaine façon la conformité à la référence. Le dernier point, je m'arrête, c'est que je pense qu'on est tous actuellement quand même dans un sujet sur le parcours coordonné, la coordination hôpital-médecine de ville. Je suis un ancien, ça se voit peut-être plus, je ne sais pas, médecin de l'assistance publique. J'ai fait mes études là-bas, donc je peux parler en autocritique. Je pense qu'on est confronté à un problème de représentation du parcours de la part des professions médicales. C'est-à-dire que les médecins sont éduqués dans leur formation à faire des actes. Alors des actes très brillants, des opérations, ils ont un univers après qui va un peu plus loin. Mais si vous voulez, le nombre de situations de dysfonctionnement en termes de coordination ou d'une certaine façon, on voit que le médecin, mais il n'est pas de mauvaise volonté, il n'est pas malhonnête, mais il ne voit pas l'étape d'après. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à la coordination une fois que le patient part de l'hôpital. Je ne dis pas, c'est caricatural mon propos, donc excessif, mais il y a quelque chose de cette nature. Et des indicateurs de process, voilà, comme le délai d'envoi du courrier du médecin traitant ou d'autres, qui jouent sur cette représentation, qui élargissent cette représentation, de ce point de vue, je pense aussi une valeur pédagogique pour essayer d'améliorer cette vision un peu plus transversale dont on souffre un petit peu. Gérard a demandé la parole. Étienne, il y a une question à laquelle tu ne réponds pas, si tu veux, et qui est une question de fond, qui est qu'il y a une vraie revendication des hospitaliers de faire reconnaître, par les pays de la Télésa ou pas, de faire reconnaître les efforts qu'ils font ou la qualité qu'ils revendiquent sur un certain nombre de prises en charge. On l'a vu dans la commission Olivier Véran, enfin, une revendication systématique, c'est nous on fait de la qualité et c'est pas payé. Voilà. Et je pense que cette revendication, tu peux effectivement, enfin, cette évaluation de la qualité, tu peux l'avoir au travers des évaluations de process, des indicateurs de process, je suis d'accord, mais dans certains cas, je pense que ce sont des indicateurs cliniques dont tu as besoin et d'accord sur des parcours de patients. Je vais être un peu polémique, mais désolé parce que c'est pas moi qui ai initié la polémique. Attends, avant de réagir, tu sais pas, c'est pas toi qui es à l'origine de la polémique, mais la vieille polémique grimaldienne, la vieille polémique grimaldienne qui consiste à dire, moi je fais tout ce que je peux pour que les patients ne soient pas amputés et c'est pas payé. C'est l'argument. Pourquoi? Parce que je garde le patient plus longtemps, etc., etc. Mais moi j'ai envie de dire à M. Grimaldi, mais démontrez-le-moi. Et là, l'indicateur de résultat, c'est j'ai des taux d'amputation qui sont inférieurs à un SMIC constant à tous mes copains. Bon, donc, moi j'ai envie quand même d'aller dans le sens de ce que dit Pierre-Louis, dans le cadre de ce débat-là, qui a été amplifié par la Télésa. Dans le cadre de ce débat-là, à certains moments, tu as besoin, d'indicateurs de résultats cliniques qui ne sont pas forcément la mortalité, qui sont des résultats intermédiaires, par exemple, l'absence d'amputation, le taux d'amputation, et là où je vais aussi dans le sens de Pierre-Louis, tu disqualifies les indicateurs de satisfaction
à juste titre, en plus tu cites des anecdotes amusantes, mais tu n'as pas répondu à ce qu'a dit Pierre-Louis sur les patient reported outcomes. Je pense que qui ont, à mon avis, un potentiel, qui ne sont pas des indicateurs de satisfaction. Et tu n'as pas tellement répondu là-dessus. Tu as dit les indicateurs de satisfaction, on n'en veut pas. Voilà. Bon, voilà, c'est juste une petite remarque. Comment on résout ce problème aujourd'hui des demandes des hospitaliers qui consistent à dire on est challengé sur nos coûts, mais en fait, c'est pas juste parce qu'en réalité, derrière, on fait de la meilleure qualité. Et voilà, donc là, comment toi tu traites cette question-là? Mais il faut peut-être passer la parole à la salle, on ne va pas laisser Étienne monopoliser la parole. Voilà. Comme ça, j'ai le dernier mot, t'es coincé. Voilà. Alors, est-ce que je lui permets? C'est un vernet, il est têtu comme il dit. Très vite, je pense que, non, parce qu'il y a des collègues avec qui on a fait l'IFAC dans la DGOS, on a eu cette question d'abord de l'excellence, et ça a été très, d'une certaine façon, formulé par les fédérations hospitalières sur le fait, ça fait des années qu'on a fait de la qualité et on n'est pas rémunéré, il faut que le modèle en tienne compte. Alors une première réponse a été de dire, c'est cet arbitrage entre excellence et effort, c'est-à-dire on paye les établissements qui sont les meilleurs une année donnée. Donc au début, d'une certaine façon, ça a un effet rétrospectif sur tout ce qui a été réalisé sur la dernière décennie. Et malgré tout, on met l'effort parce que ceux qui sont tout en bas, il faut les embarquer aussi dans la dynamique. Donc c'est une première réponse, mais qui peut être un peu imparfaite, effectivement, parce qu'à ce moment, on peut dire, mais vos indicateurs, d'une certaine façon, ils ne reflètent pas ma pratique Grimaldi. Mais moi, là-dessus, c'est une conviction qui n'engage que moi, mais quand il parle, par exemple, du taux d'imputation, qu'est-ce qui dit que c'est sa pratique clinique qui est le facteur principal du résultat? Personnellement, moi, de plus en plus, sur beaucoup de sujets, je pense que c'est l'organisation. Sur la chirurgie, c'est pas forcément le chirurgien, si vous voulez, sur l'acte chirurgical qui est en jeu. C'est tout le phénomène organisationnel qui est autour. Donc c'est pour dire sur l'organisation, oui, donc c'est pas de ce point de vue-là aussi. Ça veut dire que l'établissement a fait l'effort de s'organiser pour éviter les amputations. Il a fait un effort, il a des bien résultats. Là, il ne réclame pas une focalisation sur la pratique clinique seulement, c'est tout. Parce que tu dissocies, tu dis, il y a la partie clinique, c'est que 15%, donc si on fait que ça, on ne mesure pas. Mais c'est pas ça qui est en jeu. Tu as les indicateurs cliniques qui reflètent et du processus et de la pratique. Et donc, éventuellement, tu peux te poser la question de, entre guillemets, rémunérer les deux en même temps. D'ailleurs, c'est ce qui existe dans les indicateurs actuels. Il y a des indicateurs de pratique clinique comme de process organisationnel. Donc on a trouvé une voie de réconciliation et j'ouvre enfin le débat à la salle et je vous invite à profiter de ce moment d'échange. Je pense qu'on a la chance d'avoir dans la salle des représentants de la DGOS, qui je pense sont de la HAS, donc je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On avait eu une présentation par Catherine Grenier des indicateurs IFAC, qui était aussi un temps de réflexion sur la qualité. Donc je pense que c'est important que vous saisissiez l'occasion de vous exprimer sur ce sujet. Alors est-ce que le PMSI nous permettra un jour d'aller chercher les informations dont on a besoin? Comment peut-on augmenter l'information pour permettre justement d'avoir les éléments nécessaires pour être capable de discriminer, puisque c'est quand même la question que posait Pierre-Louis, c'est de savoir si effectivement on ne fait pas ces indicateurs de résultats parce qu'on ne sait pas les faire, on n'a pas l'information, ce qu'on dit souvent, ou parce qu'on ne veut pas les faire, parce que politiquement c'est beaucoup plus complexe. Je pense que la réponse qui a été apportée a été en gros de dire qu'il fallait faire les deux, à la fois les indicateurs de process et de résultats. Je pense que c'est la règle générale de la solution qui est retenue. L'une des difficultés, par contre, c'est la spécificité de la mesure de l'indicateur de résultat qui le rend assez difficilement comparable en fait, d'une pathologie à une autre. Et ça, c'est une difficulté que l'on retrouve quand on fait de l'évaluation technologique de santé, où de la même façon, on se pose la question de comment mesurer et comparer en fait, entre technologies ou entre interventions sur des indicateurs qui vont être donc très disparates. Ça, c'est une question un peu de méthode. Alors, je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas de questions après un débat aussi vif.
Sinon, je vais être obligée de poser la question que va faire la mission Vernon sur ce sujet. Vernon, sur ce sujet, pardon. C'est secret. Ça s'appelle beauté en touche, Gérard. Non, parce qu'on a. Enfin, Pierre-Louis, plus assidu que moi. Oui. Non, effectivement, ça a été. Oui, la mission Véran, c'est une mission qui a été confiée à Olivier Véran, ancien député et médecin à Grenoble, au CHU, par la ministre sur une évolution du modèle T2A. La mission est à son milieu. Il a présenté des conclusions à Hôpital Expo la semaine dernière. Donc, le processus va aller sûrement jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, il s'est concentré sur des propositions qui pourraient éventuellement trouver une matérialisation dans le PLFSS pour 2017. Donc les propositions sont focalisées sur des sujets, disons, maîtrisables, notamment l'évolution du mode de financement des FSR. La question qu'il a fait, alors moi je n'ai pas participé à tout, mais il a fait beaucoup d'auditions, et ce qui est quand même fascinant, c'est combien on a une critique générale de la T2A, et à la fin on tombe sur les questions de l'hospitalisation de jour et des consultations externes. C'est-à-dire, vous arrivez dans un hôpital, on vous dit la T2A oblige à faire des actes, alors tout le monde dit, mais un poste oblige à faire des actes, à part des actes classants, les actes ne sont pas déterminants de la tarification, et après on s'aperçoit que le vrai problème n'est plus, c'est l'hospitalisation du jour. Donc, il fait des propositions pour une tarification intermédiaire entre les consultations externes et l'hospitalisation de jour. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour la DGOS, parce que il ne suffit pas de poser le principe, après il faut le calibrer, et bon, c'est vrai que c'est... Enfin bon, voilà, c'est une manière de marquer que le problème est important. Voilà, donc pour le moment, il s'est concentré sur des choses assez ponctuelles là-dessus, et a réservé des débats sur est-ce que demain on pourrait avoir une tarification au parcours dans notre pays, est-ce qu'on pourrait mieux intégrer les questions de qualité pour la deuxième partie de nos travaux, où on aura plus de profondeur et de temps. Voilà. Donc, et en plus, je précise que ce qu'il propose l'engage lui, puisqu'il signe, et les membres du groupe, nous lui avons servi de sparring partenaire, d'éléments de dialogue, mais que bien évidemment, c'est lui qui a décidé, parce qu'on était extrêmement divers dans le groupe, et que nous n'aurions pas pu écrire un papier commun s'il n'y a eu que nous. Donc c'est lui qui assume, et donc c'est ses propositions, même si ce que je dis là n'est pas une manière de m'en dégager. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ces premiers éléments. Je pense que c'est important pour nous de savoir un petit peu comment va se positionner la réforme attendue de la T2A, et donc de voir qu'elle portera essentiellement sur le demi-hôpital de jour, dont on parle beaucoup. J'imagine que c'est un des aspects. Ce sera tout à fait intéressant de voir comment effectivement la DGOS arrive à le présenter de manière concrète et précise. Et puis bon, je pense que peut-être en conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que voilà. Oui. Moi, je suis Nguyen Guimas de l'adresse. Donc, à l'adresse, on avait mené des travaux sur la réadmission, donc sur une étude sur une longue période. Et la difficulté, c'était. Donc, nous, l'indicateur qu'on avait construit, c'était un indicateur assez global, donc sur après un séjour de chirurgie toute cause. Et donc, là, par rapport aux questions que vous soulevez, je pense que la réflexion devrait se mener sur essayer de trouver dans les bases médico-administratives et s'il est possible de caractériser la réadmission sur le caractère inévitable ou pas. Donc, et ça, par contre, je pense que c'est la difficulté actuelle qui se pose. Voilà. Merci beaucoup pour ce point, Nguyen. D'autres remarques, commentaires de la part de ceux qui travaillent sur les bases administratives et qui essaient effectivement de les faire parler? C'est la question qui est posée. Pas d'autres remarques? Toujours sur cette question d'indicateur de responsabilité,
question quand même de l'évaluation de la qualité des établissements hospitaliers, elle est vraiment critique et importante parce que je pense que c'est un sujet un casse-tête pour les ARS. C'est un casse-tête pour les ARS parce que l'hétérogénéité, il y en a. Il y a une vraie hétérogénéité de qualité entre les établissements. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a une hétérogénéité intra-établissement aussi, entre les différents services et tout. Et objectivement, c'est une responsabilité de l'ARS de s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de service qui dysfonctionne de façon majeure, 1, et 2, qu'il n'y a pas d'établissement qui dysfonctionne de façon majeure, 2. Et ça, travailler là-dessus, travailler sur des outils d'identification quand même des problèmes importants de qualité de soins. Alors, on les repère généralement parce qu'il y a des problèmes d'accidents, machin, etc. Mais est-ce qu'il y a des mesures préventives à faire? Est-ce qu'il y a plutôt des outils de signalement qu'on peut mettre en place de la communauté hospitalière elle-même? Déjà, ça serait pas mal que la profession, comme tu le disais, se mobilise pour dire on a besoin d'outils de signalement des situations à risque et où l'ARS doit intervenir, soit désolé pour liquider l'équipe de direction si c'est elle qui est responsable, soit muter les médecins les équipes soignantes qui sont dangereuses, je veux dire. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, en fait. Or, c'est ça le problème qu'il faut gérer principalement aujourd'hui, puisque c'est de la ressource gaspillée. Non seulement c'est de la ressource gaspillée, mais c'est des morts, c'est des risques, etc. Et on n'en a pas trop parlé. Et ça, c'est le deuxième problème. Après, la question qui se pose, c'est t'as un établissement qui dysfonctionne complètement, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de le maintenir dans l'offre de soins, il faut quasiment renouveler complètement toute l'équipe de soins, et probablement tout l'établissement. Ou est-ce que tu le fais? Je trouve qu'on n'a pas beaucoup évoqué cette question-là, qui est, à mon avis, quand même centrale. Étienne a des choses à dire là-dessus. Oui, un mot aussi sur la question du consommateur éclairé. Donc c'est clair, toute la littérature montre que les patients ne changent pas leur orientation en fonction des indicateurs de qualité qui leur sont proposés, soit parce qu'ils ne les comprennent pas, soit parce qu'il y a d'autres contraintes qui emportent et qui n'ont pas la possibilité de bouger, soit parce que les indicateurs ne sont pas accessibles, et ainsi de suite. Alors, il y a quand même dans la littérature un contre-exemple, c'est la procréation médicalement assistée. Parce que là, l'indicateur de résultat, taux de grossesse aboutie sur taux de FIV est extrêmement lisible. Je ne suis pas sûr, peut-être qu'il ne rend pas compte parfaitement de la qualité de ce qui est fait, mais il est lisible. Les gens sont jeunes et très impliqués dans le processus. En général, c'est quand même pas une affaire, ils vous tombent dessus d'un coup, il y a le temps de vous y préparer, et les gens sont mobiles et prêts à bouger. Et là, aux États-Unis, sur cet aspect-là, ils ont constaté que ça faisait bouger les recrutements des hôpitaux. Si je dis ça, c'est pas simplement pour dire qu'il y a une exception, c'est pour dire que ça montre qu'il ne faut pas considérer que la situation actuelle, du genre ça ne bouge pas et ça ne sert à rien, est prédictive, parce que ces jeunes-là qui ont utilisé l'outil Internet pour se déplacer et seront demain ceux qui auront une prothèse de hanche, une prothèse du genou. Il vaut mieux faire de la PMA que de la prothèse du genou en général. Enfin bon, encore que, pardon, je ne vais pas plus loin. Voilà. Alors en plus, le relais par les généralistes, je pense aussi que c'est une hypothèse qu'il faut avoir en tête. Et bien évidemment, on ne peut pas le mesurer aujourd'hui parce que les généralistes français n'ont rien. Heureusement qu'ils ne lisent pas les classements que produit le Nouvel Obs, puisque là, ils n'ont aucune validité, aucun intérêt. Mais est-ce que si demain on produisait des éléments de comparaison qualité qui soient pertinents, est-ce que ça influerait sur les généralistes ou est-ce qu'ils resteraient comme ils le sont aujourd'hui, enclins à faire des recommandations d'orientation à partir des faits de réputation dont, je vous le disais tout à l'heure, on ne sait rien sur la manière dont ils sont constitués et s'ils sont convergents et s'ils correspondent à d'autres critères de qualité qu'on pourrait voir par ailleurs. Je n'en sais rien, mais je pense que les généralistes
tout cas, on avait fait faire un sondage au moment, se disent intéressés. Alors, c'est parce que les gens se disent intéressés qu'ils le sont quand les choses leur sont proposées. Enfin bon, voilà. Donc je voulais simplement amener ces précisions. Deux mots juste de conclusion pour montrer mon accord quasi parfait. Voilà, c'est ça, c'est une bonne conclusion. Non, je pense que tu as raison, Gérard, d'ailleurs, sur le point qu'en fond, on a parlé des indicateurs, mais les modes d'évaluation de la qualité sont plus larges, évidemment. Et d'une certaine façon, il y a une question aussi qui est la limite de l'emploi de l'indicateur dans l'évaluation de la qualité qui mérite d'être posée. Et je pense que la sécurité des soins est un vrai sujet. Je regarde les gens de l'HAS parce qu'ils sont très impliqués dans tous ces raisonnements de crew management, de raisonnement au fond d'évaluation par les pairs, des near miss en plus, c'est-à-dire des risques de survenue d'erreurs avant l'événement électrogénique. Il y a toute une politique. Moi, j'ai toujours l'habitude de prendre l'analogie avec le contrôle aérien, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, j'ai pas envie de savoir les risques de collision entre deux avions qui se passent toute la journée au-dessus de ma tête, mais par contre savoir qu'il y a un organisme indépendant qui en suit très rapproché avec toutes les compagnies pour savoir les risques qui peuvent exister, ça me paraît une bonne chose. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que... Et peut-être que les indicateurs pour la sécurité, pour le coup, sont peut-être pas le bon support. C'est un sujet ouvert, hein, je ne sais pas si... Mais parce que la diffusion publique, allait dire qu'il y a des éléments indésirables graves, ça peut créer des réflexes défensifs. Et puis la deuxième chose, enfin je voudrais insister, moi je pense que l'heure est vraiment à développer des indicateurs. Je me demande si on n'en fait pas trop sur l'hôpital, et si on ne devrait pas développer des indicateurs vraiment sur le parcours, la coordination, le rapport avec la médecine de ville, et si c'est pas ça le chantier prioritaire maintenant. C'est-à-dire, on est par moment à discuter, moi le premier, en découpant un peu les cheveux en canne sur la qualité des outils, alors que par ailleurs on voit bien qu'il y a des problèmes d'événements indésirables et de productivité, de gains d'économie, de gaspillage qui sont dans la coordination. Je propose que oui. D'autres questions ? L'indicateur de réhospitalisation, tu as donné ton avis. Effectivement, pour l'instant, dans la littérature, on est plutôt, pour mesurer la qualité hospitalière, il faudrait réduire le délai plutôt 3-7 jours. Mais est-ce qu'un indicateur de réhospitalisation à 30 jours, ça mesure ou c'est un reflet justement de la coordination? Ça peut être un bon indicateur dans ce cadre-là et pas dans l'évaluation de la qualité du soin hospitalier. Oui, je suis obligé de reprendre la question parce qu'on n'entend pas. C'est pas pour donner l'impression qu'il faut la reformuler. C'est simplement, la question était de se dire, l'indicateur de réadmission, on la prend avec la responsabilité de l'établissement de santé et on pourrait peut-être la voir, en fait, voir une autre logique qui est de considérer l'indicateur comme le reflet d'un système plus intégré, établissement de santé, offre de soins primaires. Je suis tout à fait d'accord, tu as tout à fait raison. Il y a certainement une voie dans cette direction. Sur le délai, pour apprécier les réadmissions, je ne suis pas sûr qu'il faille un délai, quel que soit le GHS. Il y a des études qui montrent que sur certains GHS, il y a des réadmissions sur les 30 jours sans pic. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... il y a des événements différés, mais il n'y a pas... Je veux dire, si pour un GHS, on a un pic dans les 7 premiers jours, d'accord, et puis très peu dans les 23 restants, il est clair qu'il vaut mieux le suivre sur 7 jours, parce qu'en prenant les 23 restants, on risque de capter des éléments qui ne sont pas liés à l'hospitalisation et qui sont liés éventuellement à d'autres pathologies qui peuvent se déclencher, ainsi de suite. Si, dans certains GHS, vous avez des réadmissions étales sur les 30 jours, il faut prendre les 30 jours. Donc, je pense... Alors, bien évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir créer un indicateur de réadmission composite pour l'hôpital, ainsi de suite, puisque là, on est bien obligé de choisir. Mais si on crée des indicateurs par GHS, on peut tout à fait se donner le choix du délai de réadmission et raisonner ce délai en fonction des données que l'on a sur les réadmissions dans le GHS considéré, parce qu'il y a sûrement... moi, j'ai une étude où... je ne sais plus quel était le GHS, je ne sais plus quelle était la condition, mais c'était étal, et donc les gens disaient, si on se concentrait sur 7 jours, on perdrait beaucoup d'informations. Voilà. Non, mais pardon. Alors, là aussi, quand je dis...
700 GHS. Mais il y a peut-être, pardon, moi je pense qu'il y a des GHS sur lesquels c'est complètement inutile, où ça n'a aucun sens, où c'est pernicieux, parce que c'est pas du tout imputable à l'hôpital, et ainsi de suite, parce que il y a 95% de réadmissions complètement pertinentes et que donc on ne verra jamais les 5 qui sont évitables. Enfin, donc je dis pas, je ne milite pas pour un indicateur de réadmission composite, ainsi de suite, c'est GHS par GHS, mais ça suppose donc un énorme investissement, mais je pense que on ne mesure pas l'investissement qu'il a fallu faire sur 20 ans pour créer la T2A avant même qu'elle serve à la tarification, hein, donc c'est début 80 qu'on a commencé. Si on ne commence pas cet investissement sur les indicateurs de résultats dès à présent, parce que toutes les questions qu'on a posées, elles ne se traitent pas comme ça, et c'est pas simplement en discutant aimablement qu'on va les résoudre, ça veut dire un énorme investissement de recherche, de gestion, voilà. Et ça, le problème, c'est que les États-Unis, avec leurs expériences, ils commencent à le faire, ils apprennent, ils se posent la question d'introduire des indicateurs sur le statut socio-économique des patients. Je rajoute par rapport à ce que tu as dit, que certains ont dit on pourrait introduire un ajustement sur le statut socio-économique, mais on ne veut pas, parce que si on le faisait, ça serait admettre que les hôpitaux qui soignent des patients avec un statut économique plus modeste ont moins de négligence en termes de qualité. Donc après, on a des questions éthiques sur la manière d'ajuster. Mais enfin, voilà. Enfin, je disais tout ça. Une dernière question. Oui, je rebondis juste, Florence Pinelli à TIH, sur la question de regarder GHS par GHS, parce qu'il y a des cas où on est sur des activités où, pour le coup, la réhospitalisation à 7 jours n'est pas un indicateur de non-qualité, mais au contraire un indicateur d'innovation. Et on s'est confrontés tous, je pense, au cas de la cataracte, où effectivement, faire les 2 yeux en moins de 7 jours, quelque part, c'est de l'innovation, mais il y a aussi d'autres interventions pour lesquelles c'est le cas. Donc, enfin, voilà, effectivement, il faut avoir ça en tête aussi. Et j'en profite pour revenir aussi sur la question du retour des généralistes, sur le fait qu'ils n'ont pas l'air de savoir ou de regarder en tout cas les indicateurs de qualité à l'hôpital et d'être en attente d'éléments sur la coordination. Donc c'est ce que disait Adrien, de dire oui, sur le 30 jours, on serait plutôt sur une problématique de coordination. J'étais surprise que ça n'arrive pas plus tôt dans le débat, cette question de la coordination. Et est-ce que, effectivement, donc ça c'était le point de vue des généralistes, de dire nous on est plutôt en attente d'indicateurs de coordination. Est-ce que du côté hospitalier, la question est venue aussi de dire voilà, nous on est aussi en attente du relais en ville et de dire voilà, la faute ne nous incombe pas systématiquement sur la réadmission. Ouais. Travailler sur des indicateurs de coordination, à mon avis, c'est parce qu'on ne veut pas changer. En fait, je pense qu'il ne faut pas travailler sur un indicateur de coordination, il faut mettre en place des modèles de coordination. Après, on mettra les indicateurs pour voir si ça marche. Là, je trouve que c'est comme le financement au parcours. On parle de financement au parcours avant même d'avoir réfléchi au modèle organisationnel derrière. Bon, donc c'est pas une critique, hein, c'est juste, mais c'est normal en même temps dans une agence où on travaille beaucoup sur le data, qu'on travaille comme ça. Bon. Mais moi je trouve que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Ça c'est c'est vraiment un point relativement important. Le deuxième point important dans la méthodo, un peu PMSI, machin, etc., c'est qu'on va faire des ajustements, etc. La qualité de ces ajustements n'est pas forcément très bonne. Quand on veut faire du travail sur la précarité, par exemple, ou quand on a fait le travail sur l'impact de la recherche, par exemple, sur les coûts hospitaliers. Les résultats qu'on trouve, c'est d'une part que cet impact est extrêmement différencié en fonction des types d'activités, et que par ailleurs, les résultats qu'on trouve sont très tributaires des données qu'on utilise et de la qualité des données qu'on utilise. Alors, moi, je ne suis pas pour systématiquement inventer des formules qui permettent d'ajuster sur la précarité, le CSP, le machin, en fonction des GHM. Je préfère le modèle qui a été choisi, que je trouve assez intelligent, qui est de dire on assume, par ailleurs, le taux de précarité est extrêmement variable d'un établissement à l'autre. Pour certains, c'est un problème majeur qui conduit pour eux à faire des investissements spécifiques pour prendre en charge ce type de personnes.
Moi, je me rappelle à l'époque, c'était le cache de Nanterre sur lequel j'avais travaillé, où c'est vraiment une situation catastrophique. Donc, les ajustements, les méthodes d'ajustement ne permettent pas de tenir compte en fait de la diversité des situations, avec un indicateur sur lequel il y a des fortes concentrations de précarité dans certains endroits, puis dans d'autres endroits c'est un peu dilué. Que dans un hôpital il y ait 5% de patients précaires, zut, le surcoût ça s'étale sur les autres patients. Le GHM c'est un tarif forfaitaire moyen en équilibre. Donc moi je suis beaucoup plus sur des méthodes telles qu'elles sont, celles qui ont été choisies, d'identifier les hôpitaux qui ont des vrais problèmes, effectivement, de prise en charge de précarité de personnes fragiles, et à ce moment-là, de leur donner une dotation supplémentaire. Je préfère ce modèle-là. Donc, la logique PMSI, depuis le début, nous conduit à se dire on va faire des équations, on va faire de l'économétrie, on va faire du multivarié, etc., etc. Mais la qualité des ajustements qu'on a, elle n'est pas si bonne que ça. Elle n'est pas si géniale que ça. Donc, n'oubliez pas que vous allez utiliser un outil sophistiqué, que vous êtes obligé de refaire tourner tous les ans en fonction des nouvelles datas qui arrivent, etc., pour refaire tous les ajustements tous les ans. Donc, moi, d'un point de vue de philosophie et de méthode, je ne suis pas tellement pour ces sophistications de méthodes d'ajustement. Je ne parle pas d'ajustement pour les risques et mesures de qualité, mais d'ajustement des méthodes de paiement en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Je ne suis pas pour. Je préfère qu'on identifie les hôpitaux à problème, qui ont des vrais problèmes comme ça, qu'on trouve des méthodes de financement globaux spécifiques pour eux, mais pas qu'on décline à l'infini, effectivement, le GHM en fonction de différentes caractéristiques supplémentaires. Donc je m'étais opposé, moi, à l'histoire des caractéristiques socio-économiques à ce titre, pas au titre de la non-mesurabilité. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu long. Moi, je suis assez d'accord, mais avec un point, je suis tout à fait d'accord Avec un point de désaccord. Non, pas du tout. C'est juste un... Moi, vraiment, on a travaillé sur toutes ces questions d'ajustement. On sous-estime la qualité de la donnée nécessaire, et deux, finalement, le gain marginal qu'on obtient par l'outil, et qui ne résout pas la question de fond qui est le modèle ajusté idéal. Et puis alors on rentre dans une usine à gaz, c'est-à-dire que chaque année on se retrouve dans des situations qui seraient très difficiles à porter finalement dans la politique publique. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il me frappe dans pas mal de travaux qu'on mène depuis maintenant pas mal d'années, c'est qu'il y a quand même un bruit de fond sur toutes ces évaluations de la qualité de la performance sur les hôpitaux universitaires. C'est-à-dire que ces hôpitaux-là, les gros, les CHU, sont toujours à la ramasse sur les évaluations qu'on fait, sur le plan qualité, sur le plan de la performance. Donc ça va être une très jolie conclusion, vous voyez. Mais il y a quelque chose, si vous voulez, à explorer d'un point de vue de recherche pour comprendre les raisons sur le case mix de la population sur ces établissements. Et Medicare retrouve la même chose sur les taux de réadmission. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est franco-français. Je pense qu'il y a quelque chose un peu plus général sur finalement le poids. Est-ce que c'est le case mix? Est-ce que c'est des effets de taille? Ça mériterait d'être plus exploré. Donc on termine en fait avec une belle piste de recherche qui, je pense, sera d'intérêt pour la paix. Je pense qu'il est grand temps de remercier nos orateurs et de vous libérer. Merci pour votre patience.